France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce lundi 28 janvier, avec cette question du jour aujourd'hui. Après le bilan sanglant du mouvement des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, doit-il démissionner selon vous ? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter. Sur Twitter, le grand forum FM2, on en parle dans quelques minutes avec vous, au 01 40 33 9000 avec Nadir Kaya qui sera avec moi dans quelques minutes jusqu'à 18h. Nous reviendrons aussi sur la manifestation qui s'est déroulée hier. Les foulards rouges qui n'ont pas mobilisé et boosté en tout cas les chaînes d'infos, comme d'accoutumé pour les Gilets jaunes le samedi. On y reviendra avec ce chiffre impressionnant de 10 500 personnes présentes à Paris. Est-ce qu'on peut se poser la question concernant les chiffres? On se la posera en tout cas tout à l'heure. Et puis on reviendra aussi sur une émission qui a été diffusée hier soir. C'est en enquête exclusive sur M6. Bernard de la Villardière s'est intéressé à la sexualité au Maghreb, ou plutôt en Tunisie et au Maroc. Pour ce qui est de l'Algérie, on vous donnera ce pourquoi il n'y a pas été. Faiza Ben Mohamed, notre chroniqueuse, l'a interpellé. Il lui a répondu. Je vous dirai tout à l'heure. Restez bien avec nous. C'est parti jusqu'à 18h pour votre LGF. Ravi de vous retrouver. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous jusque 18h, ravi de vous retrouver en direct. Oui, ça fait du bien, on était un petit peu grippés, mais nous voilà de retour et en pleine forme, bien soignés, jusque 18h avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, avec vos appels bien sûr au 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour participer comme d'habitude dans cette émission. Vous le savez, chaque jour vous avez la possibilité de nous appeler pour participer à l'émission, nous donner votre avis qui nous intéresse bien entendu. En ce lundi, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Nadir Kaya. Comment il va, Monsieur Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus? Bonjour Christophe, bonjour à tous. Voilà, avec le micro ouvert, c'est quand même beaucoup mieux. Je recommence. Voilà, c'est ça, recommence. Bonjour Christophe. Bonjour Nadir. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous. Alors, mon cher Nadir, jusque 18h, pas mal de sujets très intéressants. Comme chaque lundi, le week-end, il se passe beaucoup de choses, hein, vous avez vu. Toujours. Voilà, absolument. Et aujourd'hui, on s'attaque au cas du ministre de l'Intérieur. Qui, en tout état de cause, avec tout ce qui se passe et ce bilan un peu quand même sanglant depuis des semaines et des semaines des Gilets jaunes principalement le samedi, se pose la question peut-être du bilan et justement est-ce qu'il doit selon vous démissionner? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous répondez. Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, qui s'est effondré hier alors qu'il était en train de filmer, de diffuser une vidéo en direct sur les réseaux sociaux pendant le 11e mobilisation des Gilets jaunes, touché par un projectile. Il est très grièvement blessé à l'œil. Les faits dont a été victime Monsieur Jérôme Rodriguez sont des faits graves, bien évidemment. J'ai une pensée pour lui, comme j'ai une pensée pour la plus de 40 policiers qui ont été blessés hier sur l'ensemble du territoire national. Il a lui-même filmé la scène avec son téléphone. On y aperçoit le jet d'une grenade de désencerclement presque à ses pieds, avant qu'il ne s'effondre. Combien de manifestants blessés qui ne retrouveront jamais l'usage de leurs mains, de leurs yeux, etc. C'est pas la première fois, et là c'est accablant, Je lance un appel au calme, d'accord ? Je veux pas que les gens s'énervent, revendiquons plus fort, crions notre colère plus fort, tout en restant pacifiste. C'est le message que je voudrais porter. Le ministre Castaner est incapable de faire face à l'organisation de la paix publique. Et donc, autrement que il doit s'en aller. Enfin, à combien de morts, à combien d'éborgnés, Monsieur Castaner va considérer que... Vous demandez la démission de Christophe Castaner. Je crois que c'est assez clair et nous l'avons dit à plusieurs déjà. Jean-Luc Mélenchon, évidemment, que vous avez reconnu pour terminer, qui demande donc, lui, le départ du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au vu de ce qui s'est passé, évidemment, de ce nouveau blessé, qui s'ajoute aux nombreux blessés qui ont perdu un œil. C'était en direct, pour ceux qui l'ont vu en direct sur Facebook. Jérôme Rodriguez était à la place de la Bastille. On va resituer et recontextualiser un petit peu les choses. C'est très important, au vu des énormes bêtises qu'on entend sur les réseaux sociaux et partout dans les médias. Ce monsieur était donc en direct en train de dire aux Gilets jaunes de s'en aller parce que au même moment vous avez les fameux Black Blocs qui envahissaient la place de la Bastille pour mettre évidemment sur ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire le bazar.
et Rodriguez était en train d'essayer de regrouper tout le monde pour essayer de les inviter à aller participer à cette nuit jaune place de la République. Et puis à un moment, il y a eu un mouvement de foule et cette fameuse grenade tirée et ensuite un tir de LBD qui apparemment, alors la version officielle nous dit que c'est pas évidemment ce fameux tir qui a blessé donc Jérôme Rodriguez. L'avocat de Jérôme Rodriguez maintient que c'est bel et bien le tir et qui dit d'ailleurs avoir des preuves. L'IGPN a été saisi par un tweet de Christophe Castaner dans la foulée, sans le nommer d'ailleurs, et c'était donc samedi. Voilà ce qui s'est passé. C'est un des leaders malgré lui des Gilets jaunes qui passe sur pas mal de plateaux de télé depuis de quelques semaines. Nadir, je te la pose clairement la question aujourd'hui, je vous la pose aussi à vous au 01 40 33 9000 et vous êtes sans appel sur Facebook et Twitter, je vous en parlerai dans un instant, mais est-ce qu'il doit partir, le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il doit tirer le mauvais bilan de ces différentes manifestations? Ça commence à faire beaucoup de blessés, beaucoup trop, des deux côtés, côté force de l'ordre mais aussi côté manifestants. Il faut que ça s'arrête. Alors comment dire, je suis pas quelqu'un qui va appeler en général à la démission d'un politique comme ça, parce que c'est des phrases qu'on lance comme ça et qui n'apportent rien de concret. Mais par rapport à lui, je me permets de te dire, Nadir, quand t'es dans une entreprise et que tu fais mal ton travail, au bout d'un moment on en tire le bilan. Donc ça dépend lesquels. Normalement en tout cas. Oh là, tu sais, pour être dans une grande entreprise dite internationale et être petit élu, je t'assure que ça dépend des personnes. C'est toujours pareil, le deux poids deux mesures existe aussi dans les grandes sociétés, dans les grandes entreprises, et ça fonctionne comme ça de façon générale. Mais pour en revenir à Castaner, au vu du bilan, et notamment des morts, et des blessés très graves, je pense qu'il doit démissionner parce qu'il n'est pas à la hauteur. Il ne sait pas faire, il ne sait pas contenir malheureusement ces mouvements, même s'il y a des perturbateurs professionnels qui sont là. Oui. Mais de par les renseignements qu'il est censé avoir et toute la police et la gendarmerie qu'il a à sa disposition, je pense qu'il n'est pas en mesure de répondre réellement à la sécurité qu'aspirent les Gilets jaunes dans leur très grande majorité. Et je rappellerai qu'il y a très peu de temps, une vieille dame à Marseille est morte aussi. 80 ans. Par ces dérapages de la violence policière, et ça n'a pas ému plus que ça les gens. Absolument. Et elle, le pire, c'est qu'elle était au balcon. Ouais, elle fermait ses volets. Voilà, donc on n'est pas apparemment avec ce genre d'armes, les policiers sont pas censés tirer à un certain niveau ou déjà au niveau de la tête. Donc là, il a carrément tiré au niveau du ciel, le gars. Donc c'est toujours pareil, le deux poids deux mesures là, c'est ce qui me consterne. Mais au vu du nombre important de morts, je sais pas à partir de combien de morts un ministre doit prendre conscience qu'il est incapable de gérer une situation, même si elle est très difficile. Je veux bien le concevoir, mais aujourd'hui, au vu du nombre de morts, et par respect pour toutes ces personnes qui simplement, en fin de compte, ne manifestent que pour de la dignité, ils manifestent pas pour manifester, pour emmerder les uns et les autres, ou certaines personnes comme les gilets, les foulards rouges, mais ils manifestent pour tous les Français qui sont réellement en difficulté. Et donc là, je pense que le gouvernement n'a pas su faire. Il est toujours. Donc il doit en tirer les conséquences. Il peut en tirer les conséquences et puis passer concrètement à un vrai travail avec les Gilets jaunes pour régler une bonne fois pour toutes cette situation. Petite parenthèse, vous savez que le président français est en Égypte et cet après-midi donc il a rencontré le président égyptien Sisi avec qui il s'est entretenu, et après évidemment comme de tradition il y a la fameuse conférence de presse. Et un journaliste égyptien a posé la question clairement au président français, est-ce que vous pensez que vous respectez les droits de l'homme envers les manifestants tous les samedis? Le visage glacial d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il y avait eu aucun mort dû à la police. Bon, il a oublié cette vieille dame visiblement du côté de Marseille. Voilà, pas sûr qu'on revoie d'ailleurs de sitôt ce journaliste en Égypte. Alors vous êtes 87% à penser que oui, il doit démissionner, Christophe Castaner. Ça c'est sur Facebook France Maghreb 2 et 79% sur Twitter, le grand forum FM2. Vous continuez de voter bien sûr et vous nous appelez en direct au 01 40 33 9000 à l'image de Momo qui est avec nous. Salut Momo de Paris. Ouais, salut, bonjour Christophe. Pour moi, on va continuer à casser parce que tant qu'on sera pas entendu par rapport au loyer qu'il faut baisser en urgence et augmenter les salaires des pauvres, on lâchera pas. Moi, je serai là dans le 12, dans le 13. J'arrêterai pas, moi. Mais tu veux attends, Momo, ouais, là, tu te rends bien, Momo, tu te rends bien compte que quand tu dis ça, tu desserres absolument la cause des Gilets jaunes, qui, pour la plupart, et en tout cas, la majorité, disent justement ne pas vouloir casser. Et c'est justement à cause des gens comme toi que Jérôme Rodriguez s'est pris
un tir dans l'œil ce samedi parce qu'ils ont voulu dégager la place de la Bastille parce qu'il y a des abrutis des Black Blocs qui sont venus foutre le bordel à la Bastille. Donc au bout d'un moment il faut arrêter ce discours. Moi je l'entends pas, cher Momo, et je te salue parce que je n'accepterai pas ici qu'on vienne me dire il faut casser. On ne casse pas, on n'obtiendra jamais rien par la casse. On est pacifique. En tout cas c'est ce que rappellent et disent les gilets jaunes. Voilà, c'est facile de prendre son téléphone et de faire le malin à la radio, mais ça ne sert absolument à rien, si ce n'est qu'à discréditer, et ils en ont vraiment pas besoin, les gilets jaunes concernant leur pacifisme qui est avéré pour en tout cas la grande majorité, et malheureusement c'est toujours la minorité qui se fait entendre et qui donne une sale image de ce qui se passe tous les samedis dans toutes les villes de France. Voilà. À un moment, il faut dire stop, Nadir. Il faut se dissocier de ces groupes violents qui n'attendent qu'une chose et qui ne connaissent en rien d'ailleurs aux revendications des Gilets jaunes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, je comprends ce que dit Mohamed par rapport à ça, mais évidemment j'y adhère pas parce que la violence n'apporte rien, elle produit que de la violence. Mais malheureusement, force est de constater que à cause de cette violence, le gouvernement a quand même cédé certaines choses, mais je pense qu'on peut militer sans violence et créer un rapport de force intelligent, mais le plus important, c'est de créer un rapport de force sur la durée. Oui, mais quand l'auditeur te dit, moi je vais casser, je vais continuer de casser, c'est ridicule. On est d'accord. Je pense que Mohamed doit se reprendre et réfléchir un petit peu. La violence ne produit rien de bon. Après, je pense qu'il est peut-être dans une situation où lui aussi, il est comme tout le monde, il en a marre, mais je pense qu'il faut qu'il réfléchisse à des solutions qui apportent plus d'apaisement et de solution qu'autre chose. Tu connais forcément Faiza? Oui. Elle est avec nous. Bonjour Faiza Ben Mohamed. Bonjour tout le monde. Et s'il avait dit non, là, ça m'aurait vraiment choqué. Ça m'aurait vexé même. Ah oui, mais ça, il y aurait de quoi. Comment ça va Faiza? Ça va, super. Bon, alors, la question que l'on pose aujourd'hui, tu voulais en prendre part à propos donc de la demande de certains politiques, notamment de l'opposition, de Jean-Luc Mélenchon et d'autres, demande le départ du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, après donc ce bilan assez terrible quand même de manifestants blessés, mais aussi de forces de l'ordre qui ont été blessés. Et c'est lui qui est en charge de la police de France, il en est le premier flic de France. Est-ce que, d'après toi, Faiza, il doit partir? Écoute, je vais peut-être vous choquer, mais moi je pense que non, Christophe Castaner, c'est pas qu'il doit pas partir, mais il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il parte, pour la simple et bonne raison que même s'il partait, son successeur utiliserait les mêmes procédés. Ouais. En fait, ça changerait rien. Celui qui avance, ça date pas de Castaner, la répression et les violences policières, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas des Gilets jaunes. Les méthodes policières, elles sont utilisées dans les quartiers populaires. La répression policière est utilisée dans les quartiers populaires depuis des décennies. Au vu, au su de tous, et les médias ont participé à l'invisibilisation de ces faits. Et aujourd'hui, que ce soit Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Claude Guéant, j'allais dire Christophe Colomb, Gérard Collomb ou Christophe Castaner, ou Christophe Castaner, je ne vois pas lequel a fait moins pire que les autres. Donc que Christophe Castaner parte ou pas, ça ne changera rien. Pourtant, Macron avait dit qu'il allait changer complètement de façon de faire en termes de politique. Et puis c'est vrai que là, on s'aperçoit que sur ce sujet, Christophe Castaner, tu sais, il s'était présenté aux élections régionales ici dans ma région PACA en fin 2015, face à Estrosi. Et il tenait un vrai discours de gauche avec des vrais propos sur ceux qui stigmatisent les migrants, sur ceux qui stigmatisent les habitants des quartiers, des choses. Et j'avais l'impression que c'était un homme de conviction. Et finalement, en fait, on se rend compte que ces gens-là, quand bien même ils ont des convictions, quand ils accèdent à une certaine fonction, le discours change. Et finalement, c'est le siège qui est taillé. Et peu importe qui s'assoit dans ce siège, le siège a déjà des règles. Ouais, non, l'argumentaire est bien fourni, ma chère Faiza, comme d'habitude. Juste entre parenthèses, je sais que tu as suivi un petit peu la conférence de presse d'Emmanuel Macron cet après-midi en Égypte. Raconte-nous cette scène incroyable où le journaliste égyptien lui ose lui poser la question des droits de l'homme. Scène absolument incroyable. Alors en fait, il donnait un petit peu des petites leçons en disant les blogueurs et puis les youtubeurs qui sont emprisonnés ici en Égypte, blablabla. Et puis il y a un journaliste qui se lève et qui lui pose la question. Alors je sais plus comment il l'a formulé, mais il lui dit avec les Gilets jaunes, vous avez emprisonné, mutilé un certain nombre de manifestants, vous avez réprimé le mouvement populaire. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que les droits de l'homme sont respectés avec ce que vous faites? Et là, Macron a a pas du tout aimé la question, en lui disant clairement qu'il n'y avait aucune atteinte aux droits de l'homme, en expliquant que
il y avait absolument aucune personne qui avait été attaquée par les policiers, aucun mort, aucun blessé du fait des policiers. Donc il a menti. Oui. Et deux, c'était carrément malvenu de venir faire cette leçon-là en Égypte, alors que, enfin, il faut voir aussi ce qui se passe chez nous, quoi. Je veux dire, ça, à moindre échelle, mais il y a des faits qui sont relativement graves qui se produisent. Oui, c'est ça. Bah merci beaucoup Faiza en tout cas d'avoir appelé. Je sais que t'es très occupé là, hein, avec tes petits bambins. On les salue, on leur fait un gros bisou. Oui, j'imagine que vous les avez un peu entendus. Ah bah oui. Je vais raccrocher comme ça, ils vont pas polluer l'antenne. Non mais tranquille. Bonne soirée tout le monde. Les enfants ne polluent jamais l'antenne sur France Maghreb 2. Merci beaucoup Faiza. Merci beaucoup en tout cas de ton appel et de ton avis très intéressant. Vous continuez de donner le vôtre au 01 40 33 9000 en votant aussi sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. Donc Nadir nous dit que oui, ça serait peut-être bien qu'il démissionne. Faiza nous dit de toute façon ça sert à rien parce que ça ne va absolument rien changer à la politique, en rappelant le bilan des précédents ministres de l'Intérieur qui sont tout aussi terribles. Elle a quand même oublié Bernard Cazeneuve, qui lui a quand même été très fort en matière de répression au moment et après les attentats. Vous vous souvenez avec le nombre de perquisitions incroyables, plus de 3000 pour à peine 5 mises en examen après les attentats. C'est quand même un bilan terrible. Nadir, vos appels au 01 40 33 9000. Allô, bonjour, qui est avec nous? Nadir. Allô. Ah bah quelqu'un en tout cas qui nous écoute à la radio, déjà c'est très bien. Allô. Bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Baissez-moi la radio s'il vous plaît monsieur. Baissez-moi la radio s'il vous plaît, sinon je vous coupe. D'accord. Merci. Votre prénom, pardon. C'est Karim, Christophe. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien Karim, vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris, très bien. Alors Karim, est-ce que le ministre de l'Intérieur doit quitter ses fonctions d'après vous au vu du bilan qui apparaît donc après 2 mois et demi du mouvement des Gilets jaunes? Ben, moi, je peux pas donner mon avis là-dessus parce que je suis pas trop un grand spécialiste en politique ou en géopolitique. Pas besoin d'être spécialiste, hein. Ouais. Voilà, la seule chose que je peux dire, c'est que je vais juste intervenir quand même par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Déjà, ce qu'elle a dit Faiza, elle a tout à fait raison. Que ce soit un ministre, que ce soit un autre ou celui qui va remplacer, ça va être la même chose, je pense. Je suis tout à fait de son avis. Ouais. Et moi, je dirais juste que par rapport à l'autre auditeur qui a répondu, c'est vrai, moi, j'ai un dicton qui est dans ma tête, c'est la violence et la force des faibles. Et commence là où s'arrêtent les connaissances, tout simplement. J'en ai un autre aussi qui est pas mal, si vous voulez bien. La violence est le refuge des incompétents. Ça, c'est pas mal aussi. Exactement. Ouais. Et en fait, moi, je me dis, ça sert à rien de vouloir changer les choses par la force ou quoi que ce soit. Et que le mieux, j'aime bien le proverbe de Gandhi qui dit « Soyez le monde que vous voulez être ». C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas changer le monde par la force ou par... Et en fait, il suffit juste de changer soi-même. Et petit à petit, je pense... les choses changent. Et les choses changent automatiquement, quoi. Puis on peut. Après, bien sûr, il faut être acteur de notre vie. Il faut quand même participer à pas mal de choses, comme vous dites et tout. Puis après, j'espère que tout se passe bien, quoi. Parce que c'est vrai que ça inquiète, c'est un petit peu inquiétant quand même ce mouvement social et tout, quoi. Merci Karim pour votre appel et votre point de vue. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste sur France Maghreb 2. Vous savez, c'est chacun qui apprend de ce qui se passe évidemment et qui analyse à sa manière avec ses mots, avec ses convictions. Et chacun et chacune peut s'exprimer en toute tranquillité dans l'émission dès lors qu'on respecte les règles d'usage de l'émission. Merci beaucoup cher Karim et bon après-midi. Merci vous aussi, au revoir. Bah oui mon cher Nadir. Alors hier, en tout cas, leur gilet à eux n'était pas jaune, mais bleu. En fait, beaucoup s'étaient même parés de rouge hier. C'était la première manifestation des foulards rouges hier à Paris. L'événement a rassemblé 10 500 personnes selon la préfecture de police. France Info annonce 3500. Bon, voilà. Objectif avec cette mobilisation, dénoncer les violences de ces derniers week-ends, donc qui émaillent les manifestations des Gilets jaunes. En fin d'après-midi, ces derniers attendaient les foulards rouges pour les accueillir comme il se doit. Donc voilà pour en tout cas de cette manifestation hier. T'as regardé un petit peu ce qui s'est passé? J'ai vu les images, rien de comparable avec la mobilisation des Gilets jaunes. J'ai entendu quelques slogans qui sont pratiquement les mêmes. On en écoutera certains dans le zapping tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment les mêmes slogans pour la démocratie, pour la France, les Français, pas de violence. Mais les Gilets jaunes aussi appellent à la non-violence. Donc après, si on regarde bien ce qui se passe depuis longtemps, il y a certes des extrémistes de gauche et de droite, quelques Gilets jaunes qui sont vraiment désespérés, qui malheureusement cèdent à la violence, mais à 99% des gens, moi et tous ceux qui ont participé, on a bien vu que la plupart des gens étaient pacifistes. Malheureusement, ces foulards rouges font le jeu des politiques en donnant cette impression d'être eux des vrais citoyens engagés et pacifistes. C'est malheureux parce qu'on oppose
les uns aux autres et puis ils tombent dans ce C'était piège. bizarre hier cette image. On regardait BFM, CNews et toutes les chaînes d'infos aux alentours de 13h. Ils disaient il y a personne. On va peut-être d'ailleurs retarder un peu le départ histoire que tout le monde vienne. Ils ont commencé à Nation, ils ont fini à Bastille. Oui. Et puis à 14h15 d'un seul coup vous avez à peu près un millier de personnes qui sont là avec les mêmes slogans, les mêmes t-shirts. Voilà, bon, très étonnant. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, mais évidemment l'actualité principale de ce qui s'est passé ce week-end, c'est cette journée de samedi marquée donc par la blessure de Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, grièvement touché à l'œil, vraisemblablement par une grenade de désencerclement. Son avocat affirme qu'il a été touché lui par un tir de flashball. En tout cas, Jérôme Rodriguez a décidé de porter plainte. La police des polices a quant à elle été donc saisie, je le rappelle, et c'est important. Quoi qu'il en soit, il a annoncé hier donc qu'il avait probablement perdu son œil. Il est passé donc sur la table d'opération. C'était quelqu'un qui est toujours pacifiste. Il dit de ne pas laisser tomber le combat. Il dit qu'il va continuer à être présent et renforcer la mobilisation. Mais il appelle au calme, voilà, de pas répondre à la violence par la violence. Voilà, qui fait preuve en tout cas de sagesse. Tout à fait. 01 40 33 9000 qui est avec nous. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Alors on va parler dans les infos zappées tout à l'heure un petit peu de ce qui s'est fait du côté de l'Égypte, parce que le président français lui est parti rencontrer Abdel Fattah Sisi, le président très décrié, très contesté, donc le président égyptien. Avec qui la France donc est partie vraisemblablement faire beaucoup d'affaires. Première visite officielle de Macron en Égypte. On y reviendra tout à l'heure. On parlera tout à l'heure à 17h30 de Bernard de la Villardière qui s'est encore fait remarquer hier par une enquête exclusive consacrée, s'il vous plaît, à la sexualité au Maghreb, enfin plutôt en Tunisie et au Maroc, parce que l'Algérie c'est niette. Il n'a pas eu de visa. C'est ce qu'il a répondu à Faiza d'ailleurs, qui l'a interpellé sur Twitter. Et vous pouvez d'ailleurs voir les raisons de ce refus sur le site, au travers d'un article sur le site de la radio www.francemaghreb2.fr. Il dit regretter en tout cas de ne pas avoir eu de visa pour aller faire le reportage en Algérie. Alors vous aviez tout ce qu'il fallait en matière de clichés, cher Nadir. L'homosexualité, le LGBT, les femmes isolées, les femmes seules avec leurs enfants abandonnés par leur mari. Voilà. Donc il fallait vraiment traverser la Méditerranée pour découvrir ça, non? Ah oui, Tunisie, Maroc principalement. C'était le reportage que vous avez peut-être vu ou pas d'ailleurs. Donc hier soir sur M6. Bien sûr. 01 40 33 9000, vous restez avec nous. On va parler un petit peu aussi de ce qui se passe au Venezuela, parce que la situation est terrible, Nadir. Coup d'État ? Coup d'État ou pas, et surtout le fait que les puissances occidentales soutiennent ce président qui s'est autoproclamé président, et qui demande à Maduro d'organiser des élections dans les 8 jours, sinon ces fameux pays reconnaîtraient officiellement ce fameux président. Encore une fois, les donneurs de leçons sont sortis. On en reparle avec vous, bien sûr, de tous ces sujets au 01 40 33 9000. Vous continuez de voter, de répondre à la question du jour. Est-ce que, au travers du bilan sanglant du mouvement des Gilets jaunes, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, doit-il, selon vous, démissionner? Vous nous appelez aussi pour nous dire ce que vous en pensez. 01 40 33 9000. Il s'appelle Nadir Kaya. Il est président d'association Banlieue Plus. Il est avec nous jusqu'à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour ce grand forum en direct ce lundi. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier. Soyez les bienvenus en direct avec vos appels au 01 40 33 9000. Et cette question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce qu'au vu du bilan sanglant du mouvement des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, doit-il, selon vous, démissionner? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF le grand forum FM2 et en nous appelant en direct au 01 40 33 9000. Petite parenthèse pour vous signaler la disparition du président du Conseil constitutionnel algérien, mais aussi ex-ministre, monsieur ministre des Affaires étrangères, monsieur Mourad Medelsi, qui a été enterré cet après-midi à l'âge de 76 ans. Allah rahmou, paix à son âme. Bien sûr, Nadir, Mourad Medelsi Je ne connaissais pas, mais oui, comme toute personne qui décède, on souhaite que Dieu l'accueille dans. Il a occupé quand même le poste de la diplomatie algérienne pendant quelques années.
Mourad Medelsi. Ouais, mais moi je suis pas un spécialiste de la question politique en Algérie, mais bon, pour moi l'Algérie c'est un peu, ça reste mon pays aussi comme la France. Il y a des liens particuliers, mais après il y a des choses qui sont opactes en Algérie pour moi. Je suis comme beaucoup d'Algériens, je suis déçu par rapport au fait que les choses n'avancent pas vraiment comme on l'espère depuis des années. Tu attends ou pas l'annonce d'ici quelques jours du fameux 5e mandat ou pas? Est-ce que apparemment c'est voilà, on attend. Moi je suis un pro Boutef par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport au personnage, au vrai, et non pas par rapport à ce qu'on dit. Mais je pense qu'aujourd'hui il doit passer la main. Mais pour les Algériens qui connaissent réellement le pays, la difficulté et notamment le regard que certains pays ont sur l'Algérie, je préfère qu'ils arrivent à prendre leur temps et à trouver vraiment la personne qui pourra vraiment changer les choses. Mais quand on connaît l'Algérie, on peut pas changer, même si on est bienveillant et armé de tout ce qu'il faut. C'est pas évident de changer tout un système qui est là depuis l'indépendance. Ouais. En tout cas, par la disparition donc de Monsieur Mourad Medelsi, il était président du Conseil constitutionnel qui s'est réuni d'ailleurs aujourd'hui pour désigner un nouveau successeur. Et également donc occupé l'ex-poste donc de l'ex-ministre des Affaires étrangères algérien. On se souvient d'ailleurs dans une passe d'armes avec son homologue qatari. Il avait purement et simplement un peu menacé, c'était chaud, et donc Mourad Medelsi ne s'était absolument pas dégonflé, à l'image d'ailleurs de la diplomatie algérienne dans son ensemble. Voilà. Alors, parenthèse refermée, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté du Venezuela. Pour vous signaler et pour se poser la question de quel côté l'armée vénézuélienne va-t-elle pencher, rester fidèle à Nicolas Maduro ou bien rallier Juan Guaidó, le président autoproclamé du Venezuela, président par intérim. Il appelle à 2 manifestations cette semaine, mercredi et samedi, pour tenter de faire basculer les militaires. C'est l'une des clés donc de la crise actuelle à Caracas. L'offensive de charme à l'égard de l'armée a d'ailleurs déjà commencé avec un projet de loi d'amnistie que les partisans de Juan Guaidó distribuent dans les casernes. Et sachez d'ailleurs que l'Australie a rejoint la liste des pays comme les États-Unis qui reconnaissent d'ores et déjà Juan Guaidó comme l'unique président du Venezuela. Quel rôle jouent les pays étrangers? C'est la question qu'on peut se poser dans cette crise, en particulier les États-Unis et donc la Russie. Donc quel rôle aussi joue l'armée dans cette histoire? Eh bien, on se pose la question, et la France, donc, qui, lui, aux côtés de d'autres pays européens, propose ou lance un ultimatum à Maduro carrément, en disant vous avez 8 jours pour annoncer des élections, sinon nous reconnaîtrons celui qui s'est autoproclamé président du Venezuela. De quel droit les pays s'ingèrent dans les affaires intérieures d'un pays? Nadir, mais c'est quand même hallucinant. Christophe, moi, il n'y a plus rien d'hallucinant. Quand on a grandi, on a un certain âge, on a vu tellement de choses comme ça, et d'injustice et d'arnaques, où des grandes puissances étaient alliées avec des dictateurs ou des personnes qui n'étaient pas fréquentables, et du jour au lendemain, ces personnes-là étaient devenues leurs ennemis, donc officiellement elles étaient infréquentables. Donc, et puis quand on sait le jeu géopolitique de certains, et notamment des États-Unis, on sait très bien qu'ils sont derrière tout ça et qu'ils vont avoir le soutien de tous les autres toutous qui sont derrière les États-Unis. Donc là, il y a rien de nouveau. On fait toujours la même chose. Ils pratiquent la même chose en Afrique et dans d'autres pays. C'est des gens qui ont intérêt à déstabiliser ce président que je ne connais pas, que je ne soutiens pas personnellement, parce que quand on ne connaît pas, on peut pas le soutenir. Et quand on voit un petit peu de l'état de son pays, mais ce qui est une catastrophe. Ouais, bien sûr. Qui n'a rien à voir à l'époque de Chavez. Oui, mais bon, là aussi, il faut pas croire. Il y a aussi des pressions extérieures qui font en sorte de déstabiliser ce pays. La monnaie ne vaut plus rien. Les gens n'ont plus à bouffer. Elle a été dévaluée, c'est la misère. Mais bon, après, c'est aussi les aléas du communisme et tout ce qui va avec. Mais il faut pas croire que les États-Unis ne sont pas pour rien. Ils sont derrière tout ça. Ah bah évidemment. Oui. Non, mais c'est ça qui est choquant. Et puis quand tu vois la France qui ose après s'ingérer, on est choqué sans être choqué. Comme je t'ai dit, on a grandi avec ça. On a vu tellement de pays comme ça qui ont été déstabilisés et qui ont été traités de tous les noms pour justifier des invasions et puis après continuer tranquillement à les piller et à prendre ce qui les intéressait. Donc c'est le système qui est comme ça. C'est le rapport de force. C'est comme ça. Quand on dit les États-Unis, on n'en veut pas aux Américains ou à d'autres pays, mais c'est toujours les gouvernements qui sont comme ça. Et c'est pour ils sont faibles avec les forts et forts avec les faibles, comme d'habitude. Et quand on connaît la situation
économique catastrophique du Venezuela, bah, ces pays qui se disent des grandes puissances essayent d'être forts avec et profiter, j'allais dire, d'une position. Le Venezuela, c'est pas la Corée. Ouais, donc tu vois, donc voilà, c'est fort avec les faibles. En tout cas, voilà, il risque de se passer des choses donc du côté du Venezuela à faire à suivre de très près, qui d'après mais après, qu'est-ce que tu veux faire, Chavez, qui avait quand même un gros rêve, c'est d'en faire un des pays les plus puissants économiquement avec la rente des pétroles et compagnie d'Amérique du Sud. Donc, quand on voit, voilà, il a laissé s'installer la corruption, il a laissé se perdurer la corruption, et aujourd'hui c'est devenu aujourd'hui c'est, je vous dis, les gens ils font la queue des heures et des heures pour un sac de farine, quoi. C'est devenu un pays du tiers-monde, alors que c'était un pays en pleine expansion. Ou la violence aussi, forcément. Oui, forcément. C'est invité. Et les gens sont obligés d'aller en Colombie pour s'alimenter. Enfin, c'est devenu terrible. On a vu des images là sur les ponts, sur les routes, les millions de personnes qui prenaient la route. Ça, c'est malheureux, surtout quand tu vois des femmes, des enfants, des familles partir comme ça. Mais tu sais, ces puissants-là n'ont pas le regard que nous on peut avoir. Hein. Et c'est ça qui est malheureux. Voilà, depuis des années, c'est qu'on constate sans être capable de créer un rapport de force face à cette politique internationale. 01 40 33 9000, mesdames, messieurs, pour intervenir, et parce que votre avis nous intéresse dans cette émission, vous le savez, sans filtrage ou presque. Vous nous appelez. Kamel de Montreuil, c'est ce qu'il a fait. Salut Kamel. Oui, bonjour. Bonjour Kamel. Bonjour. Ah, j'ai failli pas écouter aujourd'hui, il y avait pas Faiza, j'ai failli écouter mon disque de funk aujourd'hui. Ah, bah, Faiza sera là mercredi, hein, mon cher Kamel. Bah, on lui passe un petit bonjour. Elle est intervenue tout à l'heure, je sais pas si tu l'as écouté. Non, j'ai repris l'émission, je viens juste de reprendre l'émission, là. Bon, alors on t'écoute, cher Kamel. Voilà, donc j'interviens très rapidement pour laisser la place aux auto-auditeurs, faire preuve d'altruisme dans ce monde de brutes. Non, mais je suis par rapport au gilet jaune qui s'est fait balafrer là, qui a perdu son œil là. Rodriguez. Ouais. Voilà, je voulais dire que c'est pas le seul et que il y a depuis le début il y a plein d'autres personnes qui sont plus d'une vingtaine qui ont perdu un œil. Faut prendre depuis le début ceux qui ont été blessés, quoi. Exact. Ouais. Non, mais parce qu'on en parle beaucoup, parce que d'abord, faut pas que ce soit le porte-étendard des gilets jaunes. Non, mais Kamel, ça s'explique parce que lui, en fait, il était en direct sur Facebook et c'est malgré lui, hein, je pense, un des leaders de ce mouvement. Alors c'est pour ça, quand on commence à s'attaquer aux leaders, bah forcément que si vous y rajoutez, cette cause, elle a pas besoin d'un martyr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Je remets pas en cause sa blessure. J'espère qu'il pourra se rétablir et qu'il pourra être indemnisé à sa juste valeur. Mais voilà. Et sinon, pour en revenir à l'émission que tu as dit là. Ouais. Ici, en France, nous les Franco-Maghrébins, on demande le respect, mais nos pays d'origine, ils subissent le retour le boomerang du colonialisme en laissant perpétrer des émissions, des torchons comme ça là. Et on sera jamais respecté, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. C'est quoi Merci Kamel. Bah en fait, il reproche aux pays d'origine, en l'occurrence la Tunisie, le Maroc, de laisser faire Bernard de la Villardière et puis de faire ses saloperies, quoi. Voilà, si j'ai bien compris, en tout cas, notre ami Kamel. Merci beaucoup Kamel. Ciao. 01 40 33 9000 évidemment pour vous exprimer. On en reparlera dans une petite vingtaine de minutes de Bernard de la Villardière. Moi, je vous poserai la question carrément, quoi. Je veux dire, on vous expliquera un petit peu. On vous lira peut-être d'ailleurs l'interpellation de Faiza et la réponse de Bernard de la Villardière sur Twitter, comme quoi ça sert à quelque chose. Twitter, hein, on peut interpeller les gens et parfois ils vous répondent, n'est-ce pas, Nadir? Tu es un adepte de Twitter et tu interpelles toi régulièrement les politiques, les journalistes sur Twitter. Tout à fait. Et on en parlera donc de Bernard de la Villardière parce que Faiza lui posait la question, mais pourquoi vous n'avez pas été enquêté aussi en Algérie? Vous avez été en Tunisie, vous avez traversé l'Algérie, vous n'y êtes pas arrêté et vous avez été au Maroc. Et il a répondu, problème de visa. Et ben justement, est-ce que le Maroc et la Tunisie font bien comme ça de ne pas mettre justement ce fameux visa? Parce qu'on rappelle quand même que pour un Marocain ou un Tunisien pour venir en France, c'est vraiment très délicat et difficile. Par contre, pour un Français aller au Maroc, en Tunisie, c'est tranquille, quoi. Donc voilà, la réciprocité en fait, ça s'appelle. 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour madame, quel est votre prénom? Alors, je suis Myriam et j'appelle de la Marne. Bonjour chère Myriam de la Marne. Très bien, on vous écoute Myriam, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, je voulais intervenir par rapport à ce que vous disiez en lien avec le Venezuela. Oui.
Du coup, moi je fais un peu d'ironie. C'est vrai qu'il était très contesté, mais même si la situation n'est pas comparable avec la France sociale et économique, Monsieur Macron est très contesté lui aussi en France. Alors à quand un président qui va s'autoproclamer et qui va être reconnu en France? Est-ce que Monsieur Macron, ça lui plairait qu'on reconnaisse un président comme ça dans son nom? Ah, Myriam, on vous a perdu? Oui, oui, on vous écoute. Oui, oui. Est-ce que ça plairait à Macron qui le fait de reconnaître un président qui va s'autoproclamer comme ça du jour au lendemain? Effectivement, la question se pose. Donc actuellement, il est très contesté. Beaucoup de gens demandaient à ce que Macron démissionne. Et puis donc du coup, en fait, au Venezuela, ce qui se passe actuellement, toutes les puissances occidentales se mettent d'accord pour reconnaître un président qui a été élu. Donc ça pose quand même question. Ça pose question, oui, effectivement. C'est toujours la même histoire en fait. C'est la fameuse ingérence dans les pays qui sont en grande difficulté. Et le Venezuela en est un parfait exemple, en tout cas économique catastrophique. Et vraiment, quand on a connu un petit peu, regardé ce qui se passe au Venezuela il y a encore 10 ans, en tout cas lorsque Chavez était là, ça se passait plus ou moins bien. Économiquement, ça c'était vraiment un beau pays. Il se passait plein de choses dans ce pays. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un pays quasiment du tiers monde. Donc voilà, il y a des questions à se poser. Au niveau financier, économique, ils ont les moyens de faire en sorte de couler un pays. Et on l'a bien vu avec la Russie, avec l'embargo et les mesures économiques. Les pays producteurs de pétrole, on peut citer d'autres pays qui dépendent beaucoup du pétrole. Se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation économique catastrophique. Je pense que si certains pays sont pas d'accord avec une politique d'un autre pays et veulent le faire rentrer dans les clous à tout prix, ils auront les moyens de le faire céder. Merci Myriam en tout cas pour votre avis sur le Venezuela et bonne soirée du côté de la Marne. Vous nous écoutez à Reims sur le 91.3, c'est ça? C'est ça. Bon, à très bientôt Myriam, merci beaucoup de votre appel. À bientôt, au revoir. Chacun peut prendre la parole dans cette émission, vos appels 01 40 33 9000, de continuer aussi de répondre à la question du jour que l'on vous pose, à savoir, est-ce que, au vu du bilan sanglant du mouvement des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner doit-il selon vous démissionner? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, mon cher Nadir. On va prendre un nouvel appel avant de parler du président français qui lui est en Égypte pour sa première visite officielle dans ce grand et beau pays du Moyen-Orient. 80 millions d'habitants quand même, l'Égypte, c'est pas un petit pays. Ça regorge de belles choses. Je sais pas si tu y as déjà été d'ailleurs, Nadir? Non, pas du tout. Pas encore. Bon, il paraît que c'est un pays à visiter en tout cas. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est Moustapha, c'est Neymar. Bonsoir Moustapha, c'est Neymar. Comment allez-vous? Ouais. Ah, Alhamdoulilah, il vaut bien. On vous écoute, Moustapha. Ouais, moi, je voulais réagir par rapport au Venezuela, par rapport à ce qu'il disait votre invité, j'ai oublié son nom. Il s'appelle Nadir Kaya, il s'appelle. Nadir, Nadir, enchanté. Également. Moi, j'ai plutôt une autre vision par rapport aux pays qui sont comme ça, parce qu'il n'y a pas que le Venezuela, hein, c'est tous les pays d'Afrique. C'est un exemple qu'on prend parce qu'il fait l'actualité. Les premières fautifs, c'est les gouvernements qu'on a. C'est pas eux, les Américains, ils font leur job. C'est-à-dire, ils pillent les pays comme comme la Russie, comme tout ça. Mais nous, on est tout le temps en train de dire c'est l'Amérique, c'est l'Europe, tout ça. Mais les premiers, c'est nos gouvernements qu'on a. Après, par rapport à la communauté franco-maghrébine en France, où on n'est pas respecté, l'État français ne nous aime pas, ça fait depuis longtemps qu'on le sait. Mais est-ce que nos pays d'origine nous aiment? Je parle des gouvernements. Hein. Quand vous allez au consulat, vous êtes maltraité. Quand vous prenez l'avion, comment on vous traite? Alors, déjà, en commençant par là, avant de dire la France ne nous aime pas, c'est normal. On est déjà pas maltraité par nos propres États d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Moustapha, ouais. Si je peux me permettre, j'entends ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Hein. Tu sais, en tant que franco-algérien, je connais ce que tu dis, ce que tu décris. On l'a tous vécu, arrivé en Algérie, on n'est pas considéré comme des Algériens. En France, on n'est pas considéré comme des Français. Ça, on le vit parfaitement. Après, tu as tout à fait raison. Il n'y a pas que les gouvernements, mais les responsabilités sont partagées. Parce que eux ont la responsabilité du pays et les citoyens ont la responsabilité et les devoirs d'être des citoyens actifs. Donc, tu vois, c'est partagé. Excuse-moi, juste pour te dire, moi je pense que nous, il faut qu'on focalise sur la situation où nous, en France, c'est-à-dire la communauté étrangère, en général, qu'on se construise nous déjà, qu'on arrive à faire quelque chose dans ce pays-là. Et nous, ça fait des années qu'on est là, ça fait des générations, et on a du mal à se faire respecter parce qu'on n'est pas solidaire, on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à faire des écoles, on n'arrive pas, voilà, c'est tout. Moustapha,
Voilà. Juste, reste avec nous, il y a Sofiane Lagdari qui t'écoute attentivement et qui souhaiterait te répondre. Bonsoir Sofiane. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Nadir, bonsoir à ton invité. Ouais, je viens d'écouter l'auditeur, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, et j'entends ce qu'il dit, en vérité c'est la faute des gouvernements, mais en même temps ça nous oblige pas à être coopérants avec le nouveau colonisateur. On peut être tout à fait contre la gestion qui est faite par les dirigeants, mais en même temps on peut pas cautionner un néocolonialisme. C'est ça que moi je reproche à l'opposition, c'est qu'ils vont directement dans les bras des Américains. Et quand vous voyez le cas du Venezuela, vous savez très très bien que le Venezuela, c'est la première réserve mondiale en pétrole. Exact. C'est presque 300 milliards de barils. C'est plus que l'Arabie Saoudite. Il va où ce fric, quoi? Je veux dire, aujourd'hui, dans... voilà. Et ils subissent une guerre économique. L'Algérie, le pétrole, il va où l'argent? Depuis des années, il est allé où l'argent? Quand vous voyez l'état de l'Algérie aujourd'hui, donc et moi je parle du Venezuela. L'Algérie c'est un autre cas. Si vous voulez qu'on parle de l'Algérie, il n'y a pas de souci. Moi je vous interpelle juste sur le Venezuela. Le Venezuela, c'est la première réserve mondiale au niveau du pétrole. Ils subissent une guerre économique sans précédent. Et vous savez très très bien, il y a 2 ans, 3 ans, l'Arabie Saoudite a tout fait pour baisser le baril jusqu'à $30. L'économie vénézuélienne, elle a subi une inflation, mais comme pas possible. C'est presque 1000 ou 2000%. Ouais, ça a augmenté presque de 2000%. Alors pour vous dire que la vie, elle est devenue très très dure. Et en plus, ils subissent un blocus par les dirigeants. Par exemple, Bolsonaro qui est au Brésil, la Colombie et le Nicaragua est rajouté à ces pays-là qui sont aujourd'hui pro-américains. Et vous avez vu un président le président qui a été autoproclamé, il s'est même pas présenté aux élections au mois de mai. Et il vient et dit moi je suis président. Alors il s'est même pas présenté et ils veulent le reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais après, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ils sont démocrates quand ça les arrange. On est condamné à le dire tout le temps, c'est ça qui est malheureux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec même l'Algérie, mais demain, s'il y a une déstabilisation de l'Algérie, que l'opposition n'aille pas dans les bras des colonisateurs. On peut être tout à fait contre. Par exemple, moi, je parle du cas de la Turquie. J'ai discuté avec pas mal d'amis turcs. Les Turcs, même s'ils sont contre Erdogan, même les plus opposants. Moi, j'ai discuté dernièrement avec le petit-fils de Mustafa Kemal Atatürk. Mais il m'a dit un truc. Demain, si on touche à la Turquie, je suis le premier à être derrière Erdogan. Ce patriotisme, je suis tout à fait d'accord. Ils sont contre lui, politiquement, dans la vision, au niveau de la société, au niveau financier. Ils n'acceptent pas l'ingérence. Ils sont contre lui. Oui, ce qui est normal. Demain, s'il y a une déstabilisation, ils sont derrière C'est tout à leur honneur. Alors, on peut aller jusqu'à dire que demain, s'il y a un problème similaire en France, les gens seront tous derrière Macron. Voilà. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'être opposé à la politique. Évidemment. Ouais. Patriotisme. Merci beaucoup Moustapha en tout cas pour votre appel. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie et bon courage. Très bientôt. Ciao. Bon Sofiane. Le Venezuela, non mais c'est terrible quand même de voir ça Sofiane, parce que à l'époque de Chavez quand même le pays fonctionnait bien. Alors il a peut-être le tort qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il a quand même laissé se développer la corruption, qui n'est pas un mal vénézuélien mais un mal mondial. Humain, Mais en tout cas, il a laissé quand même se propager à vitesse grand V. Et effectivement, aujourd'hui, ça fait vraiment mal de voir ce pays dans lequel il est aujourd'hui. Quand on l'a connu il y a quelques années, c'est vraiment une catastrophe. Le peuple du Venezuela, vraiment, il n'y arrive plus. L'aura de Chavez, elle était quand même particulière. Après, je pense pas que lui aussi était un saint. Non, je sais pas ce que j'ai dit. Il avait une personnalité qui n'était pas celle du président actuel. C'est lui qui avait demandé à ce que les Vénézuéliens votent pour lui. Et puis je pense qu'il avait tellement de personnalité qu'il avait quand même aussi créé quelque part un équilibre au niveau géopolitique qui lui permettait d'avoir des vrais soutiens, alors qu'aujourd'hui le président actuel, il a des difficultés à être soutenu parce même Nicolas Maduro, il a un grand soutien. Il a permis même à une installation d'une base militaire russe à la frontière avec, il a d'une base 4 ou 5 presque ogives nucléaires des missiles qui peuvent être portés directement vers les États-Unis qui viennent d'être installés. Il a un soutien très très important de la Turquie d'Erdogan parce qu'il a des ancêtres ottomans. Nicolas Maduro, il est d'origine turque. Les grands-pères, ils viennent de Turquie. Alors il a noué une relation stratégique. Il faut savoir que le jour où Guaido a été autoproclamé, le hashtag numéro 1 en Turquie, nous sommes tous Maduro. Pour vous dire, en Turquie. En Turquie, mais moi je parle au niveau de l'Amérique latine. Sofiane, au niveau de l'Amérique latine, la révolution bolivarienne a touché pas mal de pays, par exemple la Bolivie. Et aujourd'hui, on a vu des coups d'État. Par exemple, on parle du Bolsonaro qui est au Brésil. Le ministre de la Justice qui a été nommé, c'était lui qui s'est occupé à emprisonner Lula.
Da Silva. Le président Lula, il a été emprisonné suite à presque un putsch militaire. Et on a vu Dilma Rousseff, comment ils lui ont mis des bâtons dans les roues pendant 1 an et demi. Il y avait des manifestations au même titre des Gilets jaunes pendant 1 an et demi au Brésil. 1 an et demi. Et ils l'ont destitué à la fin. Ouais, Sofiane, mais l'Amérique, elle a fait quand même un travail de sape, parce que quand tu regardes un peu ce qui se passe actuellement, il y a très peu de pays d'Amérique latine qui réagissent c'est-à-dire à s'élever et à soutenir un petit peu le gouvernement actuel face à cette instabilité qu'essayent d'imposer les Américains. Sofiane, t'as cherché notre ami Daoud, il est là. Et oui, t'as parlé de la Turquie, t'as parlé de Erdogan. Daoud, il est là. Salut Daoud. Il va pas m'en vouloir cette fois-ci. Bonjour Daoud. Salam Daoud. Salam à tous, salam Sofiane, salam Nadir. Salam. Merci, salam. Ouais, c'était pour intervenir sur le commandant Maduro là, parce qu'il faut le soutenir. On parle d'un ultimatum là de 7 jours ou de 8 jours. 8 jours, oui. Ouais. Tout le monde a oublié qu'il a été élu là, il y a même pas un mois démocratiquement. Il y a même pas un mois. Donc les gens ils oublient le passé. Et pour revenir sur la corruption. Ouais. Sur la corruption, oui. Corruption, ouais. Faut savoir que en fait toute l'économie vénézuélienne est basée sur l'hydrocarbure. Et donc quand on passe d'un baril de $100, si ce n'est plus, à $30, on est obligé de faire des raccourcis à droite à gauche. Et donc, en plus, c'est dû à une pression énorme des Américains à la bourse, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec la Turquie l'été dernier, quand on n'a pas voulu rendre, vous vous rappelez, là, le prêtre Branson, qui était en vrai un agent. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour revenir sur, parce que t'aimes bien dire souvent, Christophe, c'est pas contre toi, mais là, Erdogan qui profane, mais là, faut dire que le premier à appeler directement Maduro et de donner tout son soutien, que ça soit même limite militaire, ce que j'ai compris, là, il n'y a même pas 2 jours, c'était Erdogan. Ouais. Et pour revenir sur ses ancêtres, c'est pas ses ancêtres, en fait, Sofiane, il n'a pas d'ancêtres ottomans, c'est en fait, en 2015, quand il y a eu le coup d'État en Turquie, Erdogan a été étonné que la première personne à l'avoir appelé, c'était Maduro. Et en fait, depuis ce jour-là, ils ont lié des amitiés, des grandes amitiés entre les pays, personnellement. Et même Erdogan a fait la première visite historique de la Turquie en Venezuela l'année dernière. Donc en fait, c'est dû à... Mais Daoud, sans te couper, je te confirme qu'il a des ancêtres turcs. Je le dis pas comme ça, parce que je sais pertinemment. Lui, il a changé par rapport à Chavez. Chavez, il était trop proche de l'Iran et d'Ahmoud Ahmadinejad. Et Maduro, il était plus proche de la Turquie, quitte à même, par exemple, au niveau de l'or, économiquement, il a aidé tellement la Turquie aussi, avant 2015, dès son arrivée. Stratégiquement, l'économie turque, beaucoup de sociétés turques se sont installées au Venezuela, c'est-à-dire il a axé son alliance avec la Turquie d'un point vraiment qui sépare avec Chavez. Et j'aimerais dire une dernière chose. Oui, Daoud. Oui. Ouais, Sofiane, là, en ce moment, là, comment dire, quand tu parles, là, en ce moment, t'es plus nuancé qu'avant, et j'apprécie, parce que avant, t'étais catégorique. Daoud, c'est l'âge. Daoud, tu sauras que la Turquie aussi, elle est nuancée. Erdogan, il est nuancé, il n'est pas le même. Alors, je le suis. Je suis objectif. Quand il est opposé à la Syrie, militairement, j'étais contre lui. Aujourd'hui, je sais pertinemment que rien ne se fera sans la Turquie dans la région. La Turquie, là, en ce moment, la Turquie a fait des pas pour sortir de l'OTAN. C'est quelque chose qui me fait plaisir énormément. Ils se tournent vers la Russie, le Venezuela, des pays comme ça. Et même avec, là, il y a 6 mois, elles ont fait un accord avec l'Algérie sur des il est dans on va dire, il est dans le bon sens. Quand il y a les Américains contre lui, il est dans le bon sens. Voilà, et c'est ce qui nous encourage le plus. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'il faut parole de temps en temps, hein, Daoud. On est d'accord. C'est tout à fait normal, Christophe. C'est une politique. Et la Turquie, c'est la Turquie. Hein. Il y a 100 millions d'habitants. Non, mais en fait, Sofiane, il prépare un voyage en Turquie, c'est pour ça, en fait. On commence par Istanbul. Voilà. À Istanbul, faut aller à Istanbul, c'est magnifique. Salut, Daoud. C'est pas mal. Ok, bon courage. Ciao. Bon, Sofiane. Merci beaucoup. Merci. Salut Sofiane. Bon, c'est formidable dans cette émission. Vous voyez, il peut se passer des choses incroyables. Allez, dans un instant, on file en Égypte, messieurs dames, pour parler un petit peu de ce qui se passe. Le président Emmanuel Macron, président français, est en Égypte et on va s'intéresser à Bernard de la Villardière qui a encore fait fort hier avec un reportage, messieurs dames, sur la sexualité au Maghreb. Enfin, quand on dit Maghreb, c'est plutôt Tunisie et Maroc. On lui a demandé pourquoi il n'a pas été en Algérie. Il a dit j'ai pas eu le visa. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez en savoir davantage, il y a un article qui relate un petit peu toute cette affaire et cet échange que Faiza Ben Mohamed a eu sur Twitter avec lui sur le www.francemaghreb2.fr. Nadir Kaya, il s'appelle. Il est président de l'association Banlieue Plus. Il est avec nous jusque 18h. Jeff, le grand forum avec monsieur Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus en ce lundi.
et nos quartiers. Voilà, nos quartiers, absolument. Et nos quartiers. Et nos quartiers. C'est important de le rappeler, de le signifier et de le dire. Je vous rappelle la question du jour aujourd'hui à laquelle vous pouvez évidemment toujours voter sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Après le bilan sanglant du mouvement des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner doit-il démissionner selon vous? Eh bien, vous répondez, et vous êtes toujours 87% sur Facebook à le penser, 79% sur Twitter. Vous continuez de voter, bien sûr, sur cette question et sur les réseaux sociaux. Alors, avant de parler de Bernard de la Villardière, hier soir, qui a encore fait fort dans l'émission Enquête exclusive, sur un reportage consacré au Maghreb et à la sexualité au Maghreb. Ouh là là. Eh bien, on va parler un peu du président français, qui, vous le savez, a visité hier les merveilles touristiques, la politique aujourd'hui pour Macron, qui poursuit sa visite officielle. Hier, il était à Abou Simbel pour visiter l'un des plus beaux sites archéologiques égyptiens avec Madame. Et tout à l'heure, il était avec le président Sisi. L'Élysée l'a assuré par avance. Le président a parlé droits de l'homme dans un pays où cette question est de loin très très loin d'être une priorité. Il a été reçu tout à l'heure au palais présidentiel du Caire. 21 coups de canon, mon cher Nadir, ont été tirés à l'arrivée d'Emmanuel Macron dans la cour du palais présidentiel. Un accueil protocolaire pour cette visite officielle du président français en Égypte, qui s'est poursuivi par un passage en revue des troupes de la garde républicaine en grand uniforme. Abdel Fattah el-Sisi et Emmanuel Macron marchent côte à côte sur le tapis rouge tendu pour l'occasion. Le président français très solennel, le pas lent, le visage concentré sur une musique jouée par la fanfare militaire. Et puis, les deux présidents ont salué la délégation française. Abdel Fattah el-Sisi et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, ont échangé une accolade chaleureuse. L'entretien en tête-à-tête entre Emmanuel Macron et le président Sisi est la première étape de leurs échanges. De nombreux sujets sont au menu, je le disais. Des questions régionales, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'économie. L'Égypte représente un marché de 100 millions d'habitants et la question des droits de l'homme, bien entendu. Emmanuel Macron a dénoncé hier une dégradation en Égypte depuis 2017 et l'emprisonnement de journalistes, de femmes, d'homosexuels qui ne menacent pas le régime. Le président français devrait évoquer cette question et l'a rappelé tout à l'heure lors de la conférence de presse, mon cher Nadir. Voilà pour ce qui est de cette visite d'Emmanuel Macron, qui, on le rappelle, tout à l'heure de la conférence de presse, le président français a été interpellé par un journaliste égyptien concernant justement ces fameux droits de l'homme vis-à-vis des Gilets jaunes. Voilà, et il a rappelé d'ailleurs qu'il y a eu, selon lui, aucun mort dû à la police française au cours de ces manifestations, ce qui est un mensonge, rappelons-le, parce que il s'agit de rappeler cette vieille dame de Marseille, 80 ans, qui est morte après suite à des tirs. Elle fermait simplement les volets. C'est une Marseillaise, évidemment. Et il a un peu oublié. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui en ont parlé de cette vieille dame. Du côté c'est très marrant de voir des présidents français qui vont effectivement et il s'était un peu démarqué là-dessus, Emmanuel Macron, quand tu lui avais posé la question, quand il avait été dans des pays où les droits de l'homme sont pas forcément respectés. Il avait dit non, on n'a pas à donner des leçons, etc. Ça dépend. Il est quand même parti donner des leçons quand même en Égypte, en dénonçant le fait que effectivement on n'apprend rien à personne, que l'Égypte c'est une quasi-dictature qui s'opère là-bas. Christophe, rappelle-moi, Sisi, il a été élu ou il a je crois qu'il a pris le pouvoir. Voilà. Donc la France, légitime. Pour le quand même. Je me souviens bien, l'a bien même reçu. Il l'a même reçu. Oui, non, mais je sais très bien. C'était un peu ironique ce que je te posais comme question. Mais Sisi était déjà venu à l'Élysée, reçu en bonne et due forme par Macron. Donc aujourd'hui, Macron légitime toutes les personnes qui prennent le pouvoir par la force, tout en sachant que faut pas être naïf, que la France va essayer de vendre des armes autres que ses avions, parce que apparemment l'Égypte a dit non pour ses avions, mais je pense qu'il va réussir à glisser quelques missiles ou quelques armes permettant de continuer à être un homme fort et violent dans son pays et pourquoi pas avec certaines coalitions. Voilà. Alors je précise, et c'est très bien de me l'avoir rappelé, en tout cas notre ami Sofiane Lakhdari, il y a eu effectivement ce fameux coup d'État, mais après il y a eu des élections qui lui ont permis d'être élu en Égypte. Oui, voilà. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'après faut pas non plus sauter des étapes, c'est très important de le rappeler. Donc voilà, 01 40 33 9000. On va maintenant, si vous voulez, parler un sujet un peu plus léger, quoique on va parler de l'émission Enquête exclusive qui est diffusée tous les dimanches soirs sur M6 en deuxième partie de soirée, et Bernard de la Villardière qui en est son
sont présentateurs, journalistes, aiment se faire remarquer avec du sensationnel. Et il y a beaucoup de musulmans, beaucoup d'islam, beaucoup de ceci et de cela. Hier, on a parlé sexualité au Maghreb, ou plutôt en Tunisie et au Maroc. Pour moi, il faut qu'elle travaille, qu'elle soit belle, et qu'elle ne traîne pas dans les cafés. Moi, par exemple, je vais éviter de me marier avec une fille qui n'est pas vierge. Une femme de seconde main? Non. Si tu te maries avec une femme, c'est pour construire quelque chose de sain. Et si elle n'est pas vierge, tu auras toujours en tête ce qu'elle a fait avant, qu'elle a eu des relations avec un autre homme. Mais toi, tu veux épouser une femme vierge, mais toi-même, tu seras vierge aussi. Vierge, moi? Non. Moi, je peux tout faire. Mais elle doit rester vierge. Voilà, mon cher Nadir, pour cet extrait, en tout cas, de ce reportage qui s'est intéressé donc à la Tunisie et au Maroc. Alors la Tunisie, c'était effectivement le mariage. On a suivi le mariage de Nour et de Youssef, je crois que c'est qu'il s'appelait, avec toutes les traditions. Après, on a parlé de l'homosexualité en Tunisie avec cette première radio gay qui a été lancée depuis la Tunisie, LGBT. On a parlé aussi du Maroc avec le sort de ces femmes qui se retrouvent seuls avec des enfants qui sont souvent la plupart du temps abandonnés par leur famille et qui se retrouvent seuls face au poids traditionnaliste d'une société qui a du mal à accepter une femme seule avec des enfants. Et puis alors notre Faiza Ben Mohamed a interpellé notre ami Bernard de la Villardière. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Nadir? Est-ce que tu peux nous retrouver ça, hein? De quelle manière a-t-elle interpellé Bernard de la Villardière? Parce qu'elle s'étonnait, elle a raison de dire oui, il a été en Tunisie, il a traversé l'Algérie sans s'y arrêter, il a été au Maroc, mais pourquoi n'a-t-il pas été en Algérie, Nadir? À mon avis, peut-être le prix du visa, peut-être un peu trop élevé. Donc après, c'est vrai qu'il faut lui. Eh ben, il a répondu. Non, il a répondu qu'ils n'ont pas eu l'autorisation, ils n'ont pas eu de visa. Il a fait la demande et il le regrette en tout cas. Ouais, parce que c'est compliqué, il faut faire la queue, c'est long, peut-être qu'ils étaient pas dans le timing, c'est un peu compliqué le consulat d'Algérie, c'est l'administration et tout. Non, je plaisante. Hein, ouais, bien sûr, je plaisante. Mais parce que l'Algérie est plus, je dis pas plus regardante, mais elle est méfiante. Après, le Maroc, la Tunisie, c'est vrai que ce sont des pays touristiques, donc ils ont pas intérêt quelque part à cacher ou à casser un petit peu cette image-là et de faire croire que ça reste des pays fermés. Mais bon, après, moi, je pense qu'il faut être ouvert, mais il aurait été bien aussi de remettre à sa place ce journaliste, parce que c'est vrai qu'on voit en France qu'il est focalisé sur une certaine communauté et que grâce à ça, il en profite, tout simplement. Vous voulez le prochain sujet la semaine prochaine? Malaisie et le poids de l'islam radical. Ah, ça change. Voilà, ça change de pays, change, ouais. Mais ça change pas. Ça change radicalement là. Ouais. En tout cas, vous l'avez regardé peut-être vous cette émission hier. Qu'en avez-vous pensé? Il y avait somme toute un fond de vérité sur le fait de quelques reportages, mais par exemple en Tunisie, ce reportage nous apprend qu'il y a une grosse mode qui est en train de se faire. Ce sont ces femmes qui ont perdu leur virginité et qui vont se faire remettre un hymen, et ça explose en tout cas au vu de cette clinique privée qui s'est ouverte en Tunisie et qui fonctionne d'ailleurs à merveille, de ces femmes donc qui viennent se faire remettre un hymen pour satisfaire bien sûr leur futur mari. Alors on dit pas que ça n'existe pas évidemment, mais on a suivi donc cette séquence jusqu'à quasiment l'opération d'une femme, quoi. C'est un peu du voyeurisme. Parler sexualité au Maghreb, Nadir, est-ce que c'est de bon ton? Bon, après, c'est vrai qu'il y a des traditions, il y a la culture, il y a le poids de beaucoup de choses, mais après, ces sociétés sont à l'image de beaucoup de sociétés, avec leur particularité, leur singularité. Mais comme on le dit par rapport à beaucoup de sujets, l'homme reste l'homme, quel que soit son pays, avec ses travers, avec ses qualités. Donc après, là, quand il fait un reportage comme ça, il faut pas être naïf. C'est pour faire croire que les Maghrébins et donc les musulmans, parce que la plupart d'entre eux sont à majorité musulmans. C'est encore pour faire croire que on est vraiment différent, qu'on a des façons de faire qui sont complètement barbare, mais il suffit d'aller en France et d'interroger peut-être la France profonde, ou même la France du côté de Neuilly, vers le siège d'M6, et puis je pense qu'il va s'apercevoir qu'il y a des gens aussi, peut-être en costume et tout blond, aux yeux bleus, qui ont peut-être des pratiques aussi un peu particulières, donc voilà. Mais en tout cas, le chirurgien en question a une remarque très intéressante. Il disait que il y a 50 ans, 60 ans, ça se faisait, ce genre de pratique en France. En tout cas, le poids de la tradition était très important.
Et il a dit notre société a évolué et j'espère que ça, enfin la société française a évolué. J'espère que ça va continuer ici en Tunisie, dit-il. Donc vraiment une phrase très intéressante qu'il a eu ce chirurgien tunisien. En tout cas, vous nous appelez pour nous dire si vous avez regardé, qu'en avez-vous pensé. Est-ce que vous l'avez trouvé caricatural ce reportage ou eh bien vous avez apprécié. 01 40 33 9000 et vous pouvez donc aller voir aussi sur le site www.francemaghreb2.fr eh bien l'explication, le fond de l'affaire, donc du le fait que Bernard de la Villardière n'a pas été faire son reportage en Algérie. Vous avez bien compris, il n'a pas obtenu le visa pour son équipe et c'est tout expliqué dans cet article que vous pouvez lire donc sur le www.francemaghreb2.fr. Je lui envoie un petit message, hein, on sait jamais s'il nous écoute. Allez, vas-y. Qui m'appelle et je vais essayer de lui trouver un piston. Hein, avec le... Ah ouais. Ouais, mais bon, on va essayer de s'arranger. Alors, on va prendre l'avis d'une auditrice qui est avec nous. Bonjour madame. Allô? Allô? Une fois, deux fois madame? Oui. Oui, pardon. Bonjour madame, quel est votre prénom? C'est Nadia. Bonjour Nadia, vous nous appelez d'où? D'Aulnay-sous-Bois. D'Aulnay-sous-Bois. Alors ma chère Nadia, vous avez regardé hier Enquête exclusive? Sincèrement, j'ai pas regardé hier. Oui. Je bannis ce fameux journaliste. J'en regarde plus du tout depuis des années. Ces reportages, c'est toujours pareil, que ce soit les quartiers populaires ou les musulmans ou l'islam, c'est toujours le même rengaine. Et sincèrement, j'ai regardé en rediff tout à l'heure au travail parce que j'ai eu des échos sur Facebook. Ça m'a parlé partout. C'était la honte du siècle ou autre. Et du coup, toujours pareil, le même dépit. Parler toujours de la même chose. Mais ce qui se passe au Maghreb, c'est des choses qu'on connaît, des femmes ou autres qui se font violer ou autres, des enfants qui sont laissés, ça on a déjà vu beaucoup, moi du côté du Maroc, je connais déjà cette problématique par rapport aux femmes qui sont blessées, surtout à Casablanca, surtout dans les grandes villes. Mais c'est vraiment pour faire du voyeurisme, c'est vraiment encore pour nous montrer du doigt. À ce que je sache, il y a plusieurs années en France, c'était exactement la même chose. C'était mal vu qu'une jeune fille hors mariage tombe enceinte, laisse son enfant. Ah oui, ça existait dans les années 80 en France. Ah, je vous confirme. Ça, c'était pas dit, donc je vois pas pourquoi faut vraiment focaliser sur ce qui se passe au Maghreb alors qu'il y a d'autres choses à parler. Il aurait pu parler des gilets jaunes et des bavures policières. Ah oui, non, ça c'est clair, non, c'est pas. Ça l'intéresse pas. En tout cas, pas franchement, c'est pas prévu au programme. Peut-être qu'il le fera dans les quelques semaines à venir, on verra. Mais quoi qu'il en soit, alors c'est vrai, quel intérêt, quelle utilité finalement d'appuyer sur des problématiques qui effectivement que tout le monde connaît en fait. Excusez-moi d'avoir coupé. Moi, je l'ai regardé parce que j'ai vu des échos sur Internet. Si j'avais pas vu autant de messages sur Facebook, je l'aurais pas regardé la rediff. Après, par curiosité, comme tout être humain, par curiosité, j'ai voulu voir qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment ce qui se passait. Mais après, l'homosexualité, il y en a partout dans tous les pays. Soit en Europe, ça, on confirme. Il y en a partout. Ouais. Des enfants délaissés, malheureusement, il y en a aussi partout. Après, encore une fois de plus, focaliser les Arabes, je pense. Il y a pas d'autres, les musulmans surtout. Merci Nadia en tout cas. Bon au moins vous l'avez regardé parce que vous avez vu les réactions sur les réseaux sociaux quoi. Sinon voilà. Oui, sinon je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. La semaine prochaine, si ça peut vous donner envie, le sujet c'est la Malaisie et le poids de l'islam radical. J'étais en Malaisie cet hiver et quand j'ai vu le message, j'étais aussi énervée parce que les Malaisiens sont vraiment de bon cœur. C'est vraiment des personnes chaleureuses, respectueux. C'est un très très beau pays. Ouais. Et ils sont très tolérants. Il y a de toutes les ethnies, ils sont super tolérants. Donc peut-être que ça vaut le coup de regarder, comme ça, comme vous connaissez, vous pourrez nous dire la semaine prochaine si vous avez aimé ou pas. Voilà. Bon, merci beaucoup Nadia en tout cas d'épiner. À très bientôt et bon après-midi. 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole bien sûr dans cette émission. Vous nous appelez 01 40 33 9000. On est en plein cœur de ce sujet concernant Bernard de la Villardière et sur ce sujet donc diffusé hier soir sur M6 sur la sexualité au Maghreb ou plutôt en Tunisie et au Maroc. Vous nous appelez. Allô, bonsoir. Allô. Bonjour. Allô, oui. Oui, bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Karim. Bonsoir Karim. Karim de Paris, soyez le bienvenu. Vous avez regardé vous Karim ou pas? Non, j'ai pas regardé, je regarde pas trop la télé, désolé, mais bon, je vais juste faire une intervention et tout. On t'écoute Karim, t'es en direct mon ami. Moi j'aimerais bien que le journaliste là, je sais pas comment il s'appelle. Bernard de la Villardière. Voilà, qu'il nous fasse un reportage
sur le soutien de la France à ces régimes, par exemple, au néocolonialisme de la France à ces pays-là. Ouais, mais non, mais Karim, vous avez pas compris, ça c'est pas vendeur. C'est pas vendeur, c'est pas vendeur. Faut que ça fasse de l'audience, il faut qu'on envoie du lourd. Hein, donc, tu comprends? Voilà, ça c'est du lourd, par exemple. Hier, le président italien, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le premier ministre ou le président, il a parlé justement Salvini, ministre de l'Intérieur. Ouais. Il a parlé de cette politique dans la France que malheureusement la plupart des médias ne parlent pas du poids de la France par rapport à ces régimes. Notamment avec le CFA. Ouais. Avec le CFA et le fait que la France produit les billets d'une dizaine de pays africains et quelque part continue à les dominer indirectement par ça. C'est ça. Voilà. J'aimerais bien qu'il fasse un reportage sur ça. Ouais, mais c'est pas vendeur, c'est pas vendeur. Aujourd'hui, ce qui fait vendre, c'est ce qui fait peur. Et ce qui fait peur aujourd'hui en France, c'est l'islam, les musulmans, la banlieue. Voilà, ça c'est les sujets phares. Le reste, après, c'est secondaire pour eux. Donc voilà, c'est juste mon intervention. Mais on sait que de toute façon, c'est toujours, en fait, on parle toujours sur les musulmans. Sur bah oui, bah bien sûr, parce que ça vend, Karim. C'est pour dévier, c'est pour qu'on parle pas des vrais problèmes, ça on le sait. Donc pour nous les musulmans, il faut pas qu'on se prenne pour des victimes. Donc là, le vrai problème par rapport vis-à-vis de la France, c'est par rapport à le soutien qu'il apporte à ces régimes. Et ces régimes-là malheureusement nous portent du mal à nous. Donc parce que leur politique, on le subit toujours. Parce qu'on croit qu'on est ces pays-là, ils ont leur indépendance. Mais en vérité, ils n'ont aucune indépendance vis-à-vis de la France. Voilà. Merci Karim. Bon, tu fais quoi comme boulot, Karim? Ok, on le saura pas. Merci beaucoup Karim. 01 40 33 pas dans la 9000. téléphonie, hein, parce que là il a... Ah non, apparemment ça a l'air ça a l'air bien chargé derrière en tout cas. Hein. Bon courage à tous en tout cas, vous qui soyez là. Tiens, une petite info pratique, apparemment Météo France va lancer un gros bulletin d'alerte demain. Une grosse offensive de la neige arrive et va traverser le pays accompagnée de vents de 130 km/h. On attend entre 10 et 15 cm en région parisienne. Ça promet un mercredi bordélique à Paris. Je vous le mets en mille tout de suite. Hein. Donc voilà, dans la nuit de mardi à mercredi a priori, donc pour cette arrivée, une nouvelle fois de la neige, mais en même temps on va rappeler qu'on est en hiver et donc c'est un peu normal. Hein. Voilà. Un dernier appel là-dessus avant de passer au zapping et aux infos zappées. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Hakima de Courbevoie. Bonsoir Hakima de Courbevoie. Vous avez un joli prénom, Hakima. Ah, bah c'est gentil, je dirai à ma maman. Rapidement, donc je n'ai pas vu cette émission. Oui. Par contre, j'ai une question donc, qui s'adresse directement à vous. Oui. Pourquoi vous mettez en exergue le fait qu'il ne soit pas allé en Algérie et uniquement en Tunisie et au Maroc? Qu'est-ce que ça peut changer? Alors, je vous dis pourquoi. Je vous réponds tout de suite parce que le titre de l'émission c'est Sexualité au Maghreb. D'accord? Oui. Et on s'est dit finalement Maghreb c'est quoi? Déjà il y a 5 pays, mais bon on va en retenir 3 qu'on connaît très bien, c'est l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et on lui a posé la question, enfin on l'a interpellé sur Twitter en lui demandant mais Monsieur Delavillardière, vous avez effectivement parlé de la Tunisie, du Maroc et l'Algérie. Donc voilà, il nous a répondu qu'ils n'ont pas eu de visa. Donc encore une fois, j'ai pas vu cette émission, mais je suis pas certaine qu'en Algérie on aurait eu un retour différent de celui du Maroc et de la. C'est un autre problème. Ah oui, c'est clair, mais non mais on n'est pas là, on n'est pas en train de dire qu'il n'y aurait pas eu un retour différent ou différent. On est simplement en train de s'interroger sur le fait qu'il présente son sujet comme évoquant la sexualité au Maghreb et que parmi les pays du Maghreb, il en manquait un quand même principalement. Bon, voilà. J'écoute assez régulièrement votre émission. En général, les questions que vous... Enfin, pardon, ça c'est un avis personnel, mais c'est une antenne libre. En général, les questions que vous posez sont un peu plus pertinentes. Je suis pas certaine, en effet, qu'il y aurait eu un retour différent. Et puis, mais on ne dit pas le contraire, Hakima. Si je peux me permettre, Hakima, moi en tant qu'Algérien, je trouve ça pertinent. Parce que quelque part, on se dit, voilà, l'Algérie n'a pas voulu jouer le jeu de ce journaliste, et c'est pour ça que ça nous étonnait, parce que pourquoi ce journaliste n'a pas pu aller en Algérie tout en sachant qu'il parlait du Maghreb. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la question aurait pu être pertinente si on avait eu l'impression que les Algériens auraient répondu autre chose. Mais pas du tout, c'est pas du tout ce que l'a voulu dire, Hakima. Non, absolument pas. Je pense pas. D'abord, on n'a pas cette prétention de dire que l'Algérie aurait été différent ou pas d'ailleurs concernant les sujets évoqués. Est-ce qu'il aurait traité le sujet sur un autre angle? On peut parler de sexualité. Non, mais sexualité, il y a certainement beaucoup de problèmes aussi en Algérie, donc il y a pas de souci. Non, pas trop, non. Ah bon? Oui, bah oui, tout est parfait, c'est vrai. Ah, on est dans un 5 étoiles en Algérie, évidemment. Tout à fait. Ah bah oui, évidemment. Merci beaucoup Hakima en tout cas et bonne soirée et bravo.
pour votre remarque. À très bientôt. Allez, dans un instant, tiens, un petit coup de zapping, info zappé aussi. Alors zapping, tiens, j'ai des foulards rouges qui sont très énervés. Hein. Ils étaient énervés, je sais pas pourquoi hier. Et puis j'ai quoi d'autre? Bah vous allez voir, il y a du lourd en tout cas dans le zapping à suivre sur France Maghreb 2. Restez bien avec nous, c'est le grand forum, c'est tous les jours, on est là installé confortablement quand on n'a pas de microbes, on est là et tous les jours en direct entre 16h et 18h. Et donc dans un instant avec Nadir Kaya. LGF, le grand forum avec monsieur Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus sur France Maghreb 2 avec nous. Banlieue Plus et nos quartiers. Nos quartiers, voilà, très important de le rappeler. Allez, tout de suite un petit coup de zapping pour le meilleur. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des mots. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. On commence ce zapping par ce qu'il ne fallait pas rater à la télé, mais aussi à la radio, par donc les foulards rouges qui étaient donc hier, vous le savez, à Paris, qui ont manifesté de la place de la Nation à la Bastille. Ils étaient, selon la préfecture de police, 10 500 et un qui s'est fait remarquer donc dans le cortège, particulièrement énervé, n'hésitant pas même à dire que Rodriguez, Jérôme de son prénom, a brandi son œil comme un trophée. Écoutez. Il s'est pris une balle en caoutchouc dans l'œil. Le soir même, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rester chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris en photo comme un trophée. Non, mais il est à l'hôpital. Comme un trophée. Il était à l'hôpital. Comme un trophée. Pour dire, voyez, je suis satisfait. La policier, il a dit de faire courir les gendarmes, la policier. Si, je le dis. Il a mis son œil comme un trophée. C'est pas responsable. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent discréditer la police. Ils veulent salir la force de l'ordre. Ils veulent s'en prendre au seul, c'est ma parole, c'est ma voix, c'est ma voix. Moi je vous dis que tout ça c'est des méthodes subversives. Il faut que seulement l'Europe pourra encore être le rempart à ces extrémistes. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est des gens d'extrême droite? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je les écoute, monsieur. Parce que comme je suis justement initié à la politique, je connais les méthodes de la sédition. Je vois comment ils essaient d'entraîner. Il y en a d'autres, mais j'en ai assez d'entendre du matin au soir. Je le dis vraiment avec force. Je me fais plaisir. Quelques analphabètes sur les plateaux de télévision, ils connaissent rien, qui laissent même pas les experts parler. Voilà pour ce foulard rouge, pardon, particulièrement énervé Nadir, hein, quand il dit que donc il a brandi son œil comme un trophée. Son œil comme un trophée. Voilà, c'est ça. Donc très énervé. Voilà. C'est toujours pareil, ça a l'air excessif. Après, bon, il est pas mort, il a perdu un œil. Bon, c'est quand même grave. Mais on attend l'issue de l'enquête. D'après ce qu'il dit, effectivement, il est probable qu'il ait perdu son œil. Donc ça reste quelque chose d'extrêmement grave quand même. En tout cas, qui risque probablement de perdre son œil. Mais après, on l'a vu s'exprimer. Bon, après, c'est aussi le jeu quelque part d'un représentant des Gilets jaunes de réagir à ça et. Bon, bien à lui d'appeler quand même au calme et. Heureusement, il n'y avait pas que des énervés hier à Paris. Il y en avait un autre, un foulard rouge, beaucoup plus calme, mais juste dans le ton, parce que dans les propos, c'était quand même assez calme, assez énervé, pardon, puisque ce foulard rouge, donc, n'hésite pas à dire qu'il faut augmenter. Et qu'il n'y a pas en fait assez de répression policière face aux Gilets jaunes, n'hésitant pas même à comparer le système français au Venezuela. Écoutez. Attendu 2 mois avant de faire quelque chose de concret. Je pense que la répression n'est pas assez forte parce que toutes les semaines c'est la même chose. Il y a eu quand même des centaines de blessés. Encore hier, une personne, un des leaders des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a perdu un œil. Donc pour vous, les policiers n'y vont pas assez fort. Regardez le Venezuela, 27 morts en une journée. La France est très très soft justement, la France n'est pas assez dure, pas assez contraignante. Elle ne réprime pas assez fortement et c'est pour ça que Il faudrait aller jusqu'à des morts pour vous, pour calmer les gens? Pas forcément, mais au moins, on va dire avoir un pouvoir policier et judiciaire plus strict, plus ferme et calmer tout ce beau monde avec... Incroyable quand même ce qu'on peut entendre, mon cher Nadir. Hein. Voilà, ce monsieur donc qui n'hésite pas à dire que voilà, il compare 27 morts en une journée au Venezuela, ici, voilà, un plus d'état policier, de la répression. Donc pour ce foulard rouge. Il n'y a pas de comparaison, mais quand on regarde un petit peu le phénomène de manifestation en France depuis des années, ce qui se passe en France, là, c'est quand même particulier. Il y a plus d'une dizaine de morts,
même si certains ne sont pas le résultat d'une violence policière, et qu'il y a même eu des morts entre gilets jaunes ou entre gilets jaunes et personnes qui ne l'étaient pas et qui étaient qui ne pouvaient plus accepter d'être bloqués au départ dans les premiers actes. Mais globalement, je crois que ça reste quand même inédit, cette violence, cette mobilisation. Donc le tout réuni fait que la situation est exceptionnelle. Alors tout à fait autre chose, c'était samedi soir dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. Il recevait Bernard-Henri Lévy et Christine Angot, qui à mon avis devrait vraiment prendre un traitement pour se calmer, parce qu'elle est très très énervée en ce moment. Je sais pas ce qu'elle a, elle doit avoir des soucis peut-être. Très énervée après son partenaire donc Charles Consigny, qui n'a pas hésité à remettre un peu en cause Bernard-Henri Lévy, les activités de BHL, et ça n'a absolument pas plu à Christine Angot, qui lui a fait savoir que soit prononcée sur un plateau l'idée qu'un homme juif se balade dans plusieurs pays étrangers. Mais ça va pas. Laisse-moi terminer. Non oui, mais je vois venir. Christine ne vous a pas interrompu. Un truc qui me fait peur. Laisse-moi terminer. Je vois venir un truc qui me fait peur. Moi aussi, ça me fait peur, ce que tu as dit. Très énervé, Nadir, hein. Faut avoir quelque chose, tu l'emmènes en maraude peut-être pour la calmer un peu, là, Christine Angot, là, parce qu'elle est très énervée, je trouve. C'est clair pour les personnes qui connaissent pas ce monde-là, c'est-à-dire le monde des personnes qui vivent dans la rue et qui sont en vraie difficulté. Une fois que tu as affaire à eux, c'est-à-dire à discuter, voir leur situation, tu reviens à une certaine humilité, une certaine réalité. Et pour finir ce zapping, il a été choisi samedi soir pour représenter la France au prochain concours de l'Eurovision qui se tiendra, je le rappelle, à Tel Aviv au mois de mai prochain. C'est Bilal Hassani qui fait l'objet de beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux. Invité de Laurent Delarrousse hier soir sur France 2, il s'est expliqué. Quand on regarde votre page sur les réseaux sociaux, elle est assez incroyable, extrêmement créative, extrêmement inventive, extrêmement et elle dérange aussi certains, on le voit, qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Vous êtes souvent, depuis quelque temps, compte tenu de votre notoriété aussi, victime de tout cela. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Vous avez l'occasion de leur dire quelque chose, vous l'avez déjà fait hier, vous le referez sur la scène de l'Eurovision. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ceux qui s'expriment aussi de cette manière-là, avec leur haine? Alors, ce que j'aime vraiment faire, c'est ne pas donner de l'attention à la haine, parce que l'amour l'emporte toujours sur la haine, et donc je n'aime pas vraiment, j'ai pas vraiment envie de leur répondre, et dans la chanson Roi, en fait, je réponds pas à la haine, je réponds pas ce qu'on appelle les haters. Et vous montrez juste ce que vous êtes. Exactement. Et donc ce soir non plus, je ne leur donnerai pas la force de les mettre en lumière en leur donnant une quelconque attention. Voilà mon cher Nadir, en tout cas c'est vrai qu'il a fait l'objet de beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux, ce fameux Bilal Hassani, donc qui a été choisi pour représenter la France au prochain concours de l'Eurovision. Si je peux me permettre, Christophe, j'ai eu le souci hier de partager une com en parlant avant tout du 2 poids 2 mesures, notamment entre Ménel et Bilal, et j'ai eu une flopée d'insultes et de menaces depuis hier, là, et ça perdure encore. Les gens me traitent d'homophobe, parce que c'est toujours comme ça, et quand tu cherches quelque part à faire des comparaisons pour rappeler qu'il y a des injustices que certains vivent depuis longtemps et que tu les mets face à des réalités d'aujourd'hui, ça déplaît. T'as des lobbies, t'as des personnes qui sont là, qui sont vigilantes sur ce qu'on peut dire, surtout quand on est militant associatif et qu'on est assez libre et indépendant de ses propos et de sa parole. Ouais. T'as des gens qui sont vigilants et qui font en sorte, comme Roca Diallo, comme Faiza Ben Mohamed, comme d'autres, quand ils ont pris la parole sur des sujets qui étaient des sujets importants, ils ont été menacés, violentés, et puis on leur met la pression, parce que certains n'acceptent toujours pas que les minorités s'expriment sur tous les sujets de société, et notamment des sujets dits sensibles. Exactement. Bon, alors, petites infos zappées que je vous glisse comme ça avant de partir. Tiens, les droits de l'homme, on en parle aussi à Bahreïn, avec la confirmation de la prison à vie pour le chef de l'opposition chiite. Il est accusé d'avoir collaboré avec l'ennemi, à savoir le Qatar, mais c'est une condamnation définitive. Il n'a plus aucun recours, sachez-le. Il a été condamné à la perpétuité pour ses liens donc présumés avec le Qatar, pays en froid avec Bahreïn. On lui reproche entre autres d'avoir voulu renverser l'ordre constitutionnel de son pays. Des accusations rejetées par les organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, qui évoquait en novembre dernier une parodie de justice.
Pour l'ONG, Shiran Shenman est un prisonnier politique. Âgé de 53 ans, il est à la tête du mouvement Al-Wefaq, dissous sur ordre des autorités. Il est le principal chef de l'opposition donc chiite dans un pays dirigé par une monarchie sunnite. Shahriar Salman, dont la sentence à perpétuité vient donc d'être confirmée, Nadir, purgeait déjà une peine de 4 ans de prison pour incitation à la haine confessionnelle. Bahreïn, en fait, réprime toute forme d'opposition. Le royaume a connu en 2011 un grand mouvement de contestation, vous vous en souvenez, lorsque la majorité chiite est descendue dans la rue pour réclamer des réformes démocratiques. Depuis, les procès d'opposants se multiplient. Des centaines de dissidents ont été arrêtés, jugés ou déchus de leur nationalité carrément. Et puis, tiens, dernière petite info zappée, 3259 morts sur les routes de France l'an passé. C'est un record historique et 116 vies épargnées grâce à la baisse de la vitesse sur les routes secondaires, limitée désormais à 80 km/h, vous le savez, depuis le mois de juillet. Eh bien, en tout cas, ce chiffre est avancé par le Premier ministre Édouard Philippe, le père de cette mesure controversée, notamment chez les Gilets jaunes. Donc oui, au débat sur cette mesure, dit Édouard Philippe, mais pas question d'un retour en arrière, comme on le laissait entendre ce matin dans les médias. Alors, la petite confidence de Laurent Wauquiez qui dit que Macron lui aurait dit que c'était une connerie, cette histoire des 80 km/h. Oui, on l'entendait un peu partout. Et puis une petite info terminée, vous savez que ce joueur argentin qui a perdu la vie visiblement la semaine dernière, Nantes qui devait aller à Cardiff. Exactement, Emiliano Sala, Kylian Mbappé a donné 30 000 euros donc pour que les recherches puissent reprendre. Voilà pour la petite info zappée. Merci mon Nadir. Merci à toi Christophe, merci à tous. Et rendez-vous demain si vous le voulez bien, toujours à la même heure, avec une autre paire de chroniqueurs. Il y aura Razik Metish, Nasser Laji, tiens que tu connais, un voisin de chez toi, et Audrey Pronosti si elle va mieux, parce qu'elle aussi elle est grippée. Bonne soirée à tous, restez bien à l'écoute de votre radio. Il est exactement et précisément, et avant de retrouver Medjahed, 18h. Le rappel de l'actualité tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.